En moins de 10 minutes, une pluie torrentielle peut faire basculer une ville entière dans le chaos. Les bouches d'égouts débordent, les tunnels routiers se transforment en bassins, les stations de métro s'engloutissent sous des torrents brunâtres. Chaque année, les inondations représentent plus de 40% des pertes économiques liées aux catastrophes naturelles dans le monde. Et le plus troublant, c'est leur brutalité. Elles laissent rarement le temps de réagir. Une seule défaillance dans la chaîne des infrastructures, et c'est tout un système urbain qui peut s'effondrer comme un jeu de dominos. Pendant longtemps, les villes ont tenté de lutter contre l'eau avec des murs massifs, des digues permanentes, des canaux bétonnés. Mais face à l'intensification des épisodes climatiques extrêmes, une nouvelle philosophie émerge. Plutôt que de s'opposer frontalement à l'eau, on cherche désormais à l'anticiper, à la canaliser, parfois même à utiliser sa propre force pour activer des mécanismes de protection. Dans le village historique d'Ironbridge, traversé par la rivière Severn, cette transformation est déjà visible. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site est célèbre pour son pont de fer du XVIIIe siècle, symbole de la révolution industrielle. Mais la beauté du lieu s'accompagne d'une vulnérabilité constante. Chaque hiver, les pluies abondantes font gonfler la rivière, menaçant les maisons, les commerces et les rues pavées. Il y a encore quelques décennies, les habitants vivaient au rythme de l'angoisse. Les commerçants empilaient des sacs de sable devant leurs vitrines. Les habitants surveillaient la montée des eaux centimètre par centimètre. Aujourd'hui, lorsqu'une alerte est déclenchée, un système de barrières temporaires est déployé le long des zones sensibles. Sur environ 550 mètres, une ligne de défense s'élève en quelques heures. Le processus est presque chorégraphié. Les éléments arrivent préconditionnés dans des cages métalliques faciles à transporter. Les équipes commencent par positionner des pieds de soutien ajustables, placés à intervalles réguliers. Le terrain n'est jamais parfaitement plat, il faut compenser chaque irrégularité. Des plaques d'ajustement permettent de stabiliser l'ensemble. Ensuite, des panneaux métalliques robustes sont fixés verticalement, formant une paroi continue. Enfin, une membrane étanche est déroulée côté rivière, plaquée au sol à l'aide de chaînes lourdes pour garantir l'étanchéité, même sur un sol imparfait. Ce qui est fascinant, c'est la rapidité d'exécution. Des équipes bien entraînées peuvent installer plusieurs dizaines de mètres en une heure. Une fois la crue passée, tout est démonté, nettoyé, stocké. Rien n'altère durablement le paysage. Les cafés en bord de rivière continuent d'accueillir leurs clients, les hôtels restent ouverts, et la vie suit son cours malgré la menace invisible. Mais toutes les situations ne permettent pas une préparation aussi structurée. Dans de nombreuses régions du monde, les crues éclairs surprennent les habitants en quelques dizaines de minutes. Là, la simplicité devient essentielle. Parmi les innovations marquantes, on trouve des barrières constituées de longs tubes enveloppés dans des textiles techniques ultra résistants. Leur principe repose sur une idée presque paradoxale, utiliser l'eau pour arrêter l'eau. Une fois déployés au sol, ces tubes sont remplis d'eau. En se gorgeant, ils deviennent lourds et stables. Leur propre masse crée une résistance suffisante pour dévier le flux d'une inondation modérée. Comparé aux sacs de sable traditionnels, ce système offre plusieurs avantages. D'abord, le temps. Là où des centaines de sacs nécessitent une logistique importante et une main-d'œuvre conséquente, quelques personnes peuvent déployer ces tubes en quelques heures. Ensuite, la réutilisation. Une fois la crise passée, l'eau est simplement vidangée sur place, les enveloppes sont séchées, roulées et stockées. Moins de déchets, moins de transport, moins de coûts à long terme. Dans les environnements urbains denses, chaque minute gagnée peut faire la différence entre une rue inondée et un quartier préservé. Les ingénieurs parlent souvent de fenêtres d'intervention. Elle peut être de 2 heures, parfois moins. Disposer de systèmes modulaires, légers et rapides à installer devient alors un atout stratégique. Une autre approche innovante repose sur la géométrie des structures. Les murs modulaires de TPC Wall, par exemple, sont conçus avec une forme légèrement courbée. Cette courbure n'est pas esthétique, elle permet de répartir la pression de l'eau vers le bas plutôt que vers l'arrière. Plus le niveau monte, plus la force exercée plaque le module contre le sol. L'eau devient ainsi un facteur de stabilisation. Ces modules, fabriqués en plastique technique résistant aux chocs et aux rayons ultraviolets, s'assemblent par simple verrouillage mécanique. Pas besoin de creuser, pas besoin d'ancrage complexe. Les ouvriers les posent directement sur le sol, les relient entre eux en ligne droite ou en angle, et la barrière est prête. Lorsque l'eau arrive, la pression fait le reste. Ce principe d'autostabilisation représente une évolution majeure dans la conception des dispositifs anti-inondation. Il s'appuie sur une compréhension fine des forces hydrodynamiques. L'eau en mouvement exerce une pression horizontale, mais aussi verticale. En redirigeant intelligemment ces forces, on transforme un risque en ressource. Cependant, la véritable vulnérabilité des grandes villes ne se situe pas toujours à la surface. Elle se cache souvent sous terre. Les réseaux électriques, les stations de pompage, les centres de données, les tunnels ferroviaires constituent l'ossature invisible de la vie urbaine. Une seule inondation peut provoquer des coupures massives, paralyser les transports, interrompre les communications. C'est pourquoi certaines métropoles adoptent des barrières auto-activées, dissimulées sous la chaussée. En temps normal, rien ne trahit leur présence. Les piétons marchent dessus, les voitures circulent sans obstacle. Mais lorsqu'une montée d'eau est détectée, le mécanisme s'enclenche. L'eau s'engouffre dans un canal prévu à cet effet et remplit une chambre interne. À mesure que le niveau augmente, un panneau mobile se soulève progressivement. Aucun moteur électrique, aucun système complexe, la force hydraulique suffit.
Plus l'eau monte, plus la barrière se verrouille fermement contre le sol grâce à un joint compressible. Une fois la crue terminée, le système se vide naturellement et reprend sa position initiale. Cette approche passive présente un avantage crucial, elle fonctionne même en cas de panne de courant. Or, lors d'événements extrêmes, les réseaux électriques sont souvent les premiers affectés. Concevoir des dispositifs capables d'agir sans énergie externe devient alors un gage de résilience. À travers ces exemples, une tendance claire se dessine. Les villes modernes ne se contentent plus de bâtir des murs. Elles conçoivent des systèmes intelligents, modulaires, adaptables. Elles intègrent la donnée météorologique, la modélisation numérique et la science des matériaux pour anticiper plutôt que subir. Car la question n'est plus de savoir si une inondation se produira. Les projections climatiques montrent une augmentation de l'intensité des précipitations dans de nombreuses régions du globe. L'urbanisation, en imperméabilisant les sols, amplifie encore le phénomène. Ce qui était autrefois une crue centennale peut devenir un événement bien plus fréquent. Face à cette réalité, la protection contre les inondations devient un élément central de la planification urbaine. Elle ne concerne pas seulement les ingénieurs, mais aussi les architectes, les urbanistes, les décideurs publics et les citoyens. Et ce n'est que le début. Car au-delà des barrières et des murs mobiles, certaines solutions vont encore plus loin, en s'attaquant directement à la gestion de l'eau avant même qu'elle ne devienne une menace. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment des matériaux capables d'absorber des centaines de litres par minute et des systèmes maritimes monumentaux redéfinissent notre manière de vivre avec l'eau. Si certaines villes choisissent de bloquer l'eau au dernier moment, d'autres préfèrent agir bien plus tôt, dès que la pluie touche le sol. Car dans un environnement urbain classique, l'asphalte et le béton empêchent toute infiltration. L'eau ruisselle, s'accumule, surcharge les égouts. En quelques minutes, la saturation est atteinte. C'est là qu'intervient une approche radicalement différente, rendre la ville elle-même capable d'absorber l'averse. Au Royaume-Uni, l'entreprise Topmix Perméable a développé un béton perméable dont la structure ressemble presque à une éponge minérale. À première vue, la surface paraît ordinaire. Pourtant, elle est composée de granulats liés de manière à créer des milliers de micro-espaces vides. Lorsque la pluie tombe, l'eau ne stagne pas. Elle traverse presque instantanément la couche supérieure. Les chiffres sont impressionnants. En moyenne, un mètre carré peut absorber jusqu'à 600 litres d'eau par minute. Pour visualiser cette capacité, imaginez une averse violente déversant l'équivalent de plusieurs seaux d'eau en quelques secondes. Au lieu de former une flaque, l'eau disparaît sous vos pieds. Elle est ensuite stockée temporairement dans une couche inférieure composée de pierres ou de matériaux poreux, avant d'être relâchée progressivement vers le sol naturel ou les réseaux de drainage. Cette technologie change la logique même de la gestion des eaux pluviales. Plutôt que d'évacuer le plus vite possible vers des canalisations déjà surchargées, on ralentit, on infiltre, on répartit. Les parkings, les trottoirs, les allées résidentielles deviennent des surfaces actives. Dans certaines zones pilotes, l'installation de revêtements perméables a permis de réduire significativement les volumes d'eau dirigés vers les égouts lors des pics de précipitation. Mais toutes les villes ne sont pas seulement menacées par la pluie. Certaines affrontent la mer elle-même. À Venise, l'histoire est intimement liée aux marées. Construite sur une lagune, la ville vit depuis des siècles au rythme de l'Acqua Alta, ces marées exceptionnellement hautes qui inondent les places et les basiliques. Pour répondre à ce défi, l'Italie a mis en place un projet colossal, le système MOSE. Son principe repose sur 78 portes métalliques installées au fond des passes reliant la lagune à la mer Adriatique. En temps normal, ces structures reposent invisibles sous l'eau. Mais lorsque les prévisions annoncent une marée dépassant environ 100 cm au-dessus du niveau moyen, le mécanisme s'active. De l'air comprimé est injecté dans les caissons creux des portes, chassant l'eau qui les maintenait couchées. Progressivement, elle pivote vers le haut jusqu'à former une barrière inclinée, isolant temporairement la lagune de la mer. L'opération doit être décidée environ 3 heures avant le pic prévu, car l'élévation complète nécessite du temps et une coordination précise. La mise en place de ces infrastructures a représenté un défi d'ingénierie exceptionnel. Chaque élément, pesant parfois plus de 200 tonnes, a été positionné avec une précision de l'ordre du centimètre. Des systèmes hydrauliques synchronisés, des capteurs d'inclinaison et des modèles numériques ont été mobilisés pour garantir l'alignement parfait des structures sous-marines. En octobre 2020, lors d'un épisode de marée atteignant environ 1,3 m, le système a démontré son efficacité en protégeant la ville d'une inondation majeure. Les places sont restées sèches, les commerces ouverts, les monuments préservés. Pourtant, le débat scientifique demeure. Que se passera-t-il si le niveau moyen de la mer continue d'augmenter? À quelle fréquence faudra-t-il activer les portes? Une fermeture trop régulière pourrait altérer l'équilibre écologique de la lagune. Ces interrogations rappellent une réalité essentielle, aucune solution n'est absolue. Chaque système répond à un contexte précis, à une géographie particulière, à un type de risque dominant. Dans certaines régions, la priorité est de protéger une centrale électrique ou une station de métro. Dans d'autres, il s'agit de préserver un centre historique millénaire. À l'échelle des bâtiments, la protection se fait plus discrète mais tout aussi stratégique. Des barrières amovibles peuvent être installées devant les portes et les garages en quelques minutes. Certaines utilisent des joints gonflables pressurisés pour épouser parfaitement les encadrements. D'autres reposent sur des mécanismes d'expansion latérale, créant une pression suffisante pour assurer l'étanchéité sans percer ni modifier la structure existante.
Les solutions proposées par des marques spécialisées comme Quickdam illustrent cette volonté de rendre la protection accessible aux particuliers et aux petites entreprises. En quelques gestes simples, une ouverture peut être sécurisée. Une fois la crue passée, la barrière est retirée, nettoyée et stockée, prête pour une utilisation future. Ce mouvement vers des dispositifs réutilisables et modulaires traduit une évolution profonde. Autrefois, la gestion des inondations reposait principalement sur de grands ouvrages publics. Aujourd'hui, la résilience devient partagée. Chaque propriétaire, chaque gestionnaire d'immeuble peut jouer un rôle actif. Au-delà des technologies elles-mêmes, c'est une nouvelle culture du risque qui se développe. Les villes investissent dans des modèles prédictifs, analysent les données hydrologiques, simulent des scénarios extrêmes. Les systèmes d'alerte précoce permettent parfois de gagner quelques heures précieuses. Or, dans le domaine des inondations, quelques heures peuvent sauver des millions d'euros et préserver des vies. L'eau, par nature, cherche toujours le chemin le plus bas. Elle s'infiltre dans la moindre faille, contourne les obstacles, exploite les faiblesses invisibles. Face à cette capacité d'adaptation, l'ingénierie moderne répond par la flexibilité, la modularité et l'intelligence des matériaux. Mais malgré ces avancées impressionnantes, une question persiste. Peut-on réellement contrôler un élément aussi imprévisible ? Ou devons-nous aller encore plus loin, repenser entièrement la manière dont nous construisons nos villes, nos quartiers, nos infrastructures ? Dans le dernier chapitre, nous explorerons comment la planification urbaine, l'intégration de la nature et la coopération internationale dessinent peut-être la prochaine étape de cette relation complexe entre l'humanité et l'eau. Au fond, toutes ces technologies racontent la même histoire, celle d'une adaptation progressive. Car au-delà des murs mobiles et des portes sous-marines, la véritable révolution se joue dans la manière dont nous concevons nos villes. Longtemps, l'urbanisation a consisté à imperméabiliser, canaliser, accélérer l'écoulement. Aujourd'hui, face à l'augmentation des précipitations extrêmes et à la montée du niveau des mers, cette logique atteint ses limites. Les urbanistes parlent désormais de villes éponges. Le principe est simple en apparence, redonner à l'eau des espaces pour s'étendre temporairement, ralentir son parcours, favoriser son infiltration naturelle. Parcs inondables, toitures végétalisées, bassins de rétention intégrés aux quartiers résidentiels, ces aménagements transforment le paysage urbain en système absorbant. Dans plusieurs métropoles asiatiques et européennes, des quartiers entiers sont conçus pour supporter des crues périodiques sans dommages majeurs. Les espaces verts sont placés au point bas, les parkings sont aménagés pour servir de zones de stockage temporaire, les bâtiments critiques sont surélevés. Ce n'est plus seulement une réponse technique, mais une stratégie territoriale globale. La science joue un rôle central dans cette évolution. Les modèles hydrologiques actuels intègrent des données satellites, des relevés pluviométriques en temps réel, et même l'intelligence artificielle pour anticiper les scénarios extrêmes. Les ingénieurs peuvent simuler l'impact d'une pluie centennale sur un quartier précis, identifier les points de rupture, optimiser l'emplacement d'une barrière ou d'un bassin de rétention. Cette précision permet de cibler les investissements et d'éviter des dépenses inutiles. Mais la technologie seule ne suffit pas. La résilience repose aussi sur la coordination. Les services météorologiques, les autorités locales, les gestionnaires de réseaux et les citoyens doivent agir ensemble. Dans certaines villes, des exercices de simulation sont organisés chaque année. Les habitants reçoivent des alertes sur leur téléphone, apprennent à installer des protections temporaires, identifient les itinéraires d'évacuation. La prévention devient une compétence collective. L'économie entre également en jeu. Les dommages liés aux inondations se chiffrent en dizaines de milliards d'euros chaque année à l'échelle mondiale. Investir dans des infrastructures préventives peut sembler coûteux, mais les études montrent qu'un euro dépensé en prévention peut éviter plusieurs euros de pertes futures. Cette logique influence désormais les politiques publiques et les compagnies d'assurance, qui encouragent l'installation de dispositifs de protection. Dans les zones rurales et agricoles, la gestion de l'eau prend une dimension supplémentaire. Les plaines inondables naturelles, lorsqu'elles sont préservées, agissent comme des éponges géantes. Elles absorbent les excès d'eau, réduisent la vitesse des crues en aval et enrichissent les sols en nutriments. Restaurer ces espaces, parfois asséchés ou urbanisés par le passé, devient une stratégie complémentaire aux solutions techniques. Les rivières, autrefois contraintes dans des canaux rectilignes, sont parfois renaturées. On leur redonne des méandres, on élargit leurs lits, on recrée des zones humides. Ce type d'intervention réduit la puissance des crues en dissipant l'énergie de l'eau. C'est une manière de travailler avec les processus naturels plutôt que de les contraindre. Pourtant, malgré ces avancées, l'incertitude demeure. Le climat évolue, les phénomènes extrêmes gagnent en intensité, et les villes continuent de s'étendre. Les projections indiquent que des millions de personnes supplémentaires pourraient être exposées au risque d'inondation d'ici la fin du siècle. Cette réalité impose une vigilance constante. Ce qui change profondément, c'est notre regard. L'eau n'est plus perçue uniquement comme une menace à contenir derrière des murs toujours plus hauts. Elle devient un élément à intégrer dans la planification, un facteur structurant du territoire. Les infrastructures modernes, qu'il s'agisse de béton perméable, de barrières auto-activées ou de systèmes monumentaux comme Mose à Venise, illustrent cette transition. Nous entrons dans une ère où la flexibilité prime sur la rigidité. Les dispositifs sont modulaires, réversibles, adaptables. Ils peuvent être installés, retirés, ajustés selon l'évolution des risques. Cette capacité d'adaptation devient la clé de la résilience urbaine.
Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir comment vaincre l'eau, mais comment cohabiter intelligemment avec elle. Les villes qui réussiront demain seront celles qui auront su transformer une contrainte en opportunité, en repensant leurs sols, leurs infrastructures et leurs habitudes. Car l'eau continuera de tomber du ciel, de descendre des montagnes, de monter des océans. Elle suivra toujours les lois de la gravité et du climat. Face à cette constance, notre meilleure réponse reste l'ingéniosité, la coopération et l'anticipation. Alors, dans un monde où les épisodes extrêmes deviennent plus fréquents, pensez-vous que nos villes sont prêtes à franchir cette nouvelle étape ?